Bonjour, bienvenue dans l'heure politique, votre émission politique. Vous le savez, avec les responsables de partis politiques, avec les responsables politiques de Mayotte, on revient sur les résultats des élections municipales et sur les changements qui sont en cours dans la société mahoraise. Aujourd'hui, nous recevons Isiaka Abdillah qui nous livre son analyse. C'est son heure politique. Isiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'heure politique. Merci. On est très heureux de vous voir. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous voyait pas, qu'on ne vous entendait pas. On était un peu inquiets. Tout va bien? Tout va très bien. J'ai pris le temps durant le confinement, depuis la Covid-19. J'ai pris le temps de réfléchir parce que c'est aussi notre rôle en tant que politicien de réfléchir et d'observer aussi la société. Là, c'est comme ça comment j'ai passé le temps. Voilà, un peu d'écriture par-ci par-là. Il y a un livre en préparation. Même, un livre sur quoi? Un livre qui parle de Mayotte, de la politique d'une manière générale. Mayotte depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui. Et quel regard vous portez justement? Je suppose quand on travaille sur un ouvrage comme ça, on se replonge dans des documents anciens. Quel regard vous portez sur ce qui se passe dans la société mahoraise aujourd'hui, à la lumière justement de ce retour arrière sur la politique et la société des années 70 de Mayotte? Je crois que le Mahorais est resté fidèle à la France. Par contre, il y a beaucoup d'interférences. Ces interférences sont peut-être la conséquence d'une immigration clandestine qui vient d'horizons divers et variés, de Madagascar, des Comores et de l'Afrique. Maintenant de plus en plus de l'Afrique, avec chacun son mode de fonctionnement. Alors que le Mahorais s'en était accommodé depuis des années à vivre avec les métropolitains. Donc je crois que la société est légèrement troublée, voire même un peu plus troublée comme d'habitude. Alors, on a vécu le confinement. Ce confinement a eu des conséquences sur les élections municipales, puisqu'on a eu un premier tour en mars, un second tour au mois de juin. Est-ce que vous pensez que ces 3 mois entre les 2 tours ont permis aux candidats potentiels, maires sortants et aspirants maires, à faire de la politique un peu différemment? Ce Covid a eu une influence sur les résultats, selon vous? Sur les résultats, non. Sur la manière de faire la politique autrement, oui. C'est-à-dire? Les gens sont allés, les médias, vous par exemple, vous avez fait un travail formidable en termes de communication. En tout cas, vous avez permis aux têtes de liste, aux responsables des listes de s'exprimer. Donc, il y a un nouveau paysage, je dirais, qui s'est dessiné. C'est la part la plus importante des médias dans les campagnes électorales. Et c'est nouveau, parce qu'on n'a pas eu les meetings habituels, les grandes réunions des candidats, mais bien venir au plateau pour défendre leur projet. Alors, exceptionnellement, ce qu'on peut tirer de ces élections, c'est qu'il y a eu quand même 8 maires qui ont été reconduits, ce qui est quand même une grande première. En général, le dégagisme fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une génération de maires qui commence à travailler, qui commence à avoir des résultats, que la population reconnaît ces résultats. Après, il y a cette nouvelle génération des très jeunes maires. Je pense au maire de Mamoudzou, je pense à d'autres, au maire de Mtsamboro, au maire de Akwa, qui sont très jeunes, et j'en passe, les meilleurs à Sada, qui sont très jeunes, mais je pense que chacun a pris la mesure du problème, de la tâche. Lorsque je vois que le maire de Mamoudzou, par exemple, a pris l'initiative d'organiser les assises de la sécurité, c'est déjà un grand pas. Et moi, ce serait avec un certain intérêt que j'irai participer face à cette initiative. Alors, il faudra peut-être les multiplier dans d'autres domaines,
dans le développement, dans le transport, dans l'éducation, pour qu'on ait le même langage, on ait la même vision pour cette société. À vous écouter, ça veut dire qu'une nouvelle génération politique arrive en responsabilité. Une nouvelle génération d'hommes politiques arrive. Certains sont confirmés, comme Seydou Marouali Oui. à Pamandzi. Bien sûr. D'autres font le retour, comme le maire Seydou Marouali à l'abattoir l'abattoir, oui. et le maire de Pamandzi. Oui. C'est un retour, mais tous commencent à faire la politique autrement. Ils sont au cœur du problème des populations. Les villages, je le vois à Mamoudzou, l'initiative qui a été prise par le maire d'interdire la vente à la sauvette. C'est une partie, c'est une forme à l'abattoir, le centre-ville de l'abattoir qui est nettement amélioré ces 5 dernières années. Là aussi, c'est une autre forme, Pamandzi qui change de visage. Et quand on va dans les autres villages, le problème, par exemple, de l'insalubrité est au cœur de l'action des municipalités. Je pense que là, il y a une autre façon, mais de part et d'autre, qui est engagée pour changer les choses. Donc ça veut dire que les habitants vont voter différemment, peut-être un peu moins par clan ou par famille, et davantage sur les résultats. C'est ça qu'on peut attendre dans les prochaines années? En tout cas, c'est ce que j'espère. Et maintenant, il ne faut pas que ces maires-là dorment sur leur laurier parce que la tâche est immense. Ne serait-ce que la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre les constructions illégales. C'est un gros morceau. Je pense qu'à la longue, la population, les électeurs ne sont pas fous. Ils renouvellent les maires en fonction de leurs résultats. C'est fini maintenant que quelqu'un arrive sans résultat et espère être renouvelé. La population a changé parce qu'on paye d'impôts, parce qu'on paye d'impôts, on paye, on a envie que l'argent que nous payons puisse être utilisé à bon escient. Alors, s'agissant de ces municipales, quand on regarde les 17 personnalités qui ont été élues ou réélues, il n'y a plus, sauf erreur de ma part, qu'un seul homme de gauche qui a été élu sous une étiquette de gauche sans cacher en réalité, c'est M. Fahardine à Bandrabois. Les autres sont sans étiquette, ou bien sont MDM, ou bien sont LR. Alors il n'y a plus de gauche à Mayotte, ici à Cap Abdillah. Vous qui êtes un homme de gauche? Oui, il n'y a plus de gauche tout court en France, à part les Verts, mais on vote vert quand on ne sait plus quoi faire. C'est ce que, en général, pour faire court, les gens pensent. Le Parti socialiste se recherche. À Bandrabois, oui, c'est un rescapé parce que c'est là la base. Le parti Fahardine, il y a 5 ans, a été battu de courte majorité. Il a su rassembler de part et d'autre, peut-être au-delà de la gauche, pour reconquérir sa commune. Mais aussi, il a bénéficié des résultats tout à fait défavorables de son prédécesseur. Donc, entre un prédécesseur qui avait des résultats pas à la hauteur et Fahardine qui avait de très bons résultats il y a 5 ans, les gens ont préféré le renouveler. Et je crois que il va continuer. Maintenant, il a pris d'autres responsabilités. Oui, au SMEAM. Oui, au sein du syndicat des eaux. Je sais que la tâche est difficile. Il reste quand même le seul homme de gauche, mais encore une fois, les problèmes du Parti socialiste qui existent en métropole existent aussi ici. En l'état actuel des choses, au moment où je vous parle, je ne sais pas qui est le premier secrétaire de la Fédération socialiste de Mayotte. Oui. Et donc ça veut dire que la fédération est dans tel état qui ne permet pas aux gens de se fixer, d'avoir une idée. Donc les gens préfèrent se réfugier derrière les étiquettes, les sans-étiquettes, pour faire court. Alors dans quelques mois, on va de nouveau être appelé aux urnes pour les élections cantonales. Quel regard vous portez sur les grands enjeux du futur remplaçant du président Souaba, qui ne se représentera pas?
Et donc, je pense qu'il faut déjà clarifier un certain nombre de choses. C'est vrai, nous sommes département depuis 10 ans. bientôt 10 ans. Le mois de mars prochain sera l'anniversaire du 10e année, de la 10e année de département. Et je pense que le futur président aura une très lourde responsabilité. La première responsabilité, c'est de dénouer le couple, rendre lisible le couple département-région, en termes de compétences, bien sûr, mais aussi en termes de financement. Mais il en manque des financements. Il manque de financement. Aujourd'hui, soit demain, le futur président dit, écoutez, je vais élaborer 2 budgets pour cette collectivité unique. Un budget département, un budget région. Et on verra laquelle de ces 2 institutions n'est pas financée. Et là, on aura un argument devant le gouvernement. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on a un gros budget. On a une masse de 300 millions. C'est énorme quand on écoute comme ça. Mais essayons de faire la part des choses. Quel est le pourcentage qui revient à la compétence région? Quel est le pourcentage qui revient à la compétence département? Le futur président doit avoir un œil pour vraiment faire la différence entre les deux. Parce qu'il y a un agencement d'institutions, et cet agencement d'institutions a créé une certaine opacité. À tel point qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'État construit des collèges, les lycées, alors... Des routes? Les routes, si on peut le dire comme ça, des routes, finance un peu les formations professionnelles, et jusqu'alors, on est responsable de rien. C'est ça. Le conseil départemental, le département aujourd'hui est responsable de rien. Et donc, il faut à un moment donné que l'État accepte qu'on ait un département, qu'on a des compétences, on a un droit de les exercer. Et c'est là où ça devient... C'est un droit, mais avec les moyens qu'il faut Avec à les côté. moyens, c'est pourquoi je dis... Parce que je pensais à l'aide sociale à l'enfance, Absolument. tout le monde a envie d'exercer la compétence, mais il faut les moyens de le faire. Il faut les moyens de le faire. C'est pourquoi je verse dans le sens des grands élus qui ont demandé au gouvernement un projet de société pour ce pays où on aura évalué le nombre de lycées à construire, collèges, les routes, ainsi de suite. On les construit sur un temps donné et petit à petit, on les rétrocède avec les moyens qu'il convient. Aujourd'hui, on est responsable de rien. À chaque fois, on est dans l'illisibilité du rôle réel du Conseil général. Alors, il y a le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a invité les responsables politiques, associatifs, en tout cas toutes les forces vives de Mayotte, à réfléchir à cet anniversaire de la départementalisation que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs évoqué la lettre. Est-ce que vous, en tant que responsable de politique et de la gauche mahoraise, quelque part, est-ce que vous avez envoyé votre contribution à Sébastien Lecornu? Moi, je suis auteur ces derniers ans de plusieurs tribunes. L'avant-dernier a été lu par un conseiller du ministre, dans lequel je fustige l'inaction de l'État en matière de lutte contre l'immigration clandestine. J'ai eu des contacts téléphonique avec ce conseiller, je lui dis ce que je pense. Je lui dis réellement ce que je pense. Et donc, par contre, par rapport à son courrier, à sa lettre, je m'inscris en faux. D'accord. Parce qu'on ne fait pas le bilan ne s'écrit pas. Le bilan se voit et se vit. Pour le moment, qu'est-ce que nous avons comme bilan? L'insécurité, la violence, les embouteillages. Oui.
Et les droits sociaux qui sont Et pas les au bon droits niveau. sociaux et les grèves, parce que Je pense aux les retraites. conventions, les retraites, C'est les très conventions injuste. collectives ne sont pas étendues ici. Oui. Ça, c'est ce que je vois, moi. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Ce n'est pas la peine de l'écrire. S'agissant de la différenciation, nous, on voulait être département. On l'est. Ce qui nous manque, ce n'est pas le statut. Ce qui nous manque, c'est des compétences et des moyens pour exercer ces compétences. Parce que d'ici 2041, on fêtera en 2041 le bicentenaire de la présence française à Mayotte. Ça veut dire durant moins de 21 ans, la France ne sait pas quel statut pour Mayotte, alors qu'on peut prétendre qu'il a acheté l'île en 1841. C'est quand même formidable, ça. Je ne sais pas si j'arrive à me Si, comprendre. 200 ans de présence. 200 ans de présence, la France n'arrive toujours pas à déterminer quel est le statut pour Mayotte. On est un département. Bien sûr, on est un département. Mais pourquoi nous consulter? Pourquoi nous demander une différenciation pour demander une consultation? Alors, moi, je tire l'attention des uns et des autres. Le fait de tourner autour du pot sur le statut de Mayotte, c'est s'affaiblir. La France s'affaiblit face, parce que Mayotte, je l'ai toujours répété, est le seul territoire habité de la République qui fait l'objet d'une revendication par une puissance étrangère. C'est vrai. Et à chaque fois que la question d'une consultation quelconque est posée sur la table, la diplomatie française s'affaiblit vis-à-vis du concert des nations. La France s'est imposée à Mayotte, mais en fin de compte, elle ne sait pas quoi faire de Mayotte. C'est pourquoi tous les 10 ans, tous les 6 ans, depuis 1841, on a été consulté au moins, en termes de statuts, au moins une dizaine de différents statuts. C'est vrai. C'est insupportable. Il faudra à un moment donné que la France s'affirme ici, comme elle l'a fait en s'imposant à Mayotte depuis 1841, mais qu'elle règle le problème du statut une fois pour toutes. Et pour moi, ce statut, le problème a été réglé, reste à mettre les moyens qu'on puisse décoller le territoire. Ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les compétences et les moyens. Les moyens qu'il faut. Voilà. Cette émission touche à sa fin déjà. On est allé pas suffisamment en profondeur. On peut espérer vous revoir sur le plateau de l'heure politique pour approfondir tout ça dans les prochaines semaines? Oui, je suis à disposition parce que je pense que un homme politique doit contribuer à la réflexion, même s'il n'est pas dans l'action, en tant qu'élu, doit contribuer à la réflexion. Alors, à très bientôt ici à Abdillah. C'est moi Merci qui beaucoup. Merci. Au revoir et à Au revoir. très vite dans une prochaine émission de l'heure politique.